Avant de commencer cette conversation, je souhaite remercier Hills Pet Nutrition, le partenaire qui a souhaité soutenir cet épisode. Hills, c'est la marque d'alimentation pour nos chiens et nos chats, la plus recommandée par les vétérinaires, et également élue marque de l'année 2026. Depuis toujours, Hills s'appuie sur la science, la recherche et le développement pour concevoir une alimentation adaptée aux besoins réels de nos compagnons avec un objectif, prendre soin de leur santé et de leur bien-être à chaque étape de leur vie. Adapté à chaque animal, Hills a développé 3 grandes gammes complémentaires. Il y a Science Plan pour accompagner les animaux en bonne santé au quotidien, dès leurs premiers mois et tout au long de leur vie. Prescription Diète, une nutrition cliniquement prouvée, conçue pour aider les animaux souffrant de troubles de santé, formulée pour aider et soutenir des pathologies diagnostiquées par ton vétérinaire. Et Vet Essential, une gamme multi-bénéfices exclusive aux cliniques vétérinaires avec 5 bénéfices essentiels comme la santé dentaire, la gestion du poids et le soutien de la digestion. Parce que prendre soin de leur santé, c'est aussi une façon de les aimer et de prolonger cette relation unique que l'on partage avec eux. Alors, si tu veux en savoir plus sur Hills et leur expertise, rendez-vous sur leur site hillspet.fr. Et je laisse place tout de suite à notre conversation avec Irène Combre. Bonne écoute! Bienvenue sur Allo Pets, le podcast qui t'aide à comprendre et prendre soin de tes animaux. Je t'emmène avec moi à la rencontre de super pros qui viennent partager avec nous leur expertise. Éducation, comportement, alimentation et bien-être pour créer une vraie relation avec nos compagnons, mais surtout apprendre à mieux les comprendre. Je suis Romane, propriétaire peut-être comme toi, qui se pose de nombreuses questions sur nos animaux. Alors si toi aussi tu veux devenir un super pet parent, abonne-toi et découvre chaque mois une nouvelle thématique. Quand mon chien de famille Frisbee est parti, je n'étais pas avec lui. J'ai vécu ce deuil à distance, à ma manière, sans vraiment en parler autour de moi et sans vraiment réaliser qu'il ne serait plus jamais là, après la moitié de ma vie vécue à ses côtés. 1 an plus tard, je décide d'enregistrer un épisode sur l'accompagnement de fin de vie de nos animaux sur ce podcast avec le docteur vétérinaire Yesenia Alves-Leiva, qui m'a beaucoup aidée et surtout fait prendre conscience de l'importance d'en parler et de s'y préparer. Puis force du destin, la rencontre avec Marion Ruffier et la lecture de son livre « Ma vie sans la sienne ». Aujourd'hui, avec Scotty, ma chatte de 7 ans, j'y pense de plus en plus et ça me terrifie rien que d'y penser. La perte d'un animal, c'est encore un sujet très tabou aujourd'hui. On n'ose pas toujours en parler, par peur du regard des autres, par peur d'être jugé ou tout simplement parce que la douleur est trop forte, trop présente. Et pourtant, nos animaux partagent nos vies. Ils vivent à nos côtés nos plus grandes joies, mais aussi nos plus grandes peines. Ils font partie de notre quotidien, de notre famille, de notre histoire. Alors quand ils s'en vont, ils laissent un vide immense. Mais comment continuer à avancer? Comment vivre sans cet être tant aimé? À qui en parler? Qui peut nous aider? Quand être prêt à faire entrer un nouvel animal dans sa vie? Et comment aider aussi un proche qui traverse ce deuil-là quand on ne sait pas quoi dire ni quoi faire? C'est de tout ça dont on va parler aujourd'hui. Parce que non, le deuil animalier, ce n'est pas un deuil comme les autres. Et surtout parce qu'il mérite d'être connu, accompagné et respecté. Pour parler de ce sujet sensible et profondément humain, je suis très heureuse d'accueillir aujourd'hui Irène Combre. Irène est coach professionnelle, accompagnante spécialisée dans le deuil animalier et formatrice. Elle est aussi la créatrice de la Maison du Deuil Animalier, un espace dédié au soutien des personnes confrontées à la perte d'un animal de compagnie, mais aussi à la formation de professionnels et de bénévoles qui accompagnent ces moments de vie si délicats. Irène apporte énormément de douceur et de bienveillance par ses mots. Elle a ce don rare de laisser la place à chaque personne, à chaque histoire, à chaque singularité. Et surtout, elle remet de l'humanité là où il y a souvent encore beaucoup de silence. Hello Irène! Coucou Romane. Bienvenue sur Allo Pets, je suis vraiment ravie de t'accueillir aujourd'hui. Alors Irène, pour toutes celles et ceux qui ne te connaissent pas encore, je te laisse te présenter de la manière dont tu le souhaites. Je suis aussi très contente d'être avec toi. Déjà, je prends ce petit temps pour te dire combien je suis contente d'être là avec toi aujourd'hui. Alors, donc, je suis Irène Combre, je suis accompagnante du deuil animalier, formatrice et aussi créatrice de la Maison du Deuil Animalier.
Il y a 5 ans, j'ai changé de vie pour devenir coach, puis me former à l'accompagnement du deuil pour accompagner tous ceux qui souffraient face à la perte d'un être cher. Et je me suis dit qu'en fait, celui qui était le moins connu, c'était le deuil animalier. Et je me suis donc spécialisée pour accompagner le deuil animalier, ou en tout cas les personnes qui souffrent après la mort de leur compagnon animal. Et qu'est-ce qui t'a du coup amené à faire ces accompagnements au deuil, puisque c'est des accompagnements spécifiques pour nos animaux et leurs humains. Qu'est-ce qui a été un peu l'élément déclencheur à ce changement de voie? J'avais perdu, à l'époque où je me suis formée à l'accompagnement au deuil, un seul être humain, qui était mon père, Ok, dont je n'étais pas très proche. Par ok, contre, j'avais perdu 33 animaux et je me suis souvent évidemment retrouvée seule à vivre ce deuil. Même si mon mari était avec moi, il n'a pas la même façon de vivre son deuil et donc souvent isolé. Quand ok. je me suis formée donc pour être coach, j'ai décidé d'accompagner tout ce qui était rupture et transition de vie, c'est-à-dire toutes les personnes qui faisaient face à un changement, voulu ou pas d'ailleurs, et qui devaient prendre une autre direction et qui se sentaient souvent perdues. Il me manquait juste le sens. Et le sens, ça a été, je Mhm. vis avec des animaux depuis que je suis enfant. Quand je regarde des photos de mon enfant, j'ai toujours un animal ou dans les bras ou à côté de moi. Et je me suis dit, en Ouais, fait, c'est là que tu as souffert et c'est là, vers là que tu devrais aller. Je ne pouvais pas y aller sans avoir évidemment de formation. À l'époque, je n'ai pas trouvé de formation spécifique au deuil animalier, donc je me suis dit, je vais me former au deuil dans le grand sens du mot deuil. Et c'est ce que j'ai fait. Je me suis formée au deuil auprès d'une association, puis à l'animation de groupes de parole. Et je me suis dit, celui que je veux accompagner, c'est le deuil animalier. pourquoi c'était important pour toi aujourd'hui, du coup, de venir nous parler de deuil animalier? Parce que contrairement à ce que, enfin, l'idée chemine que ce deuil est enfin reconnu comme un deuil à part entière, c'est du pipeau. On ne reconnaît pas ce deuil comme un deuil à part entière. Alors oui, il y a la lumière est mise dessus quand quelqu'un en parle, particulièrement une célébrité qui dit, ou quelqu'un qui a quand même, qu'on connaît un peu sur les réseaux, qui dit j'ai perdu mon chien, mon chat, mon lézard et je suis bouleversée. Et là, à ce moment-là, il reçoit des tonnes de messages de soutien. Par contre, la personne qui vit toute seule dans un endroit isolé et qui n'a pas d'amis ou qui essaye de trouver sur les réseaux, elle le vit toute seule. Et donc, en fait, la mise en lumière, elle est éphémère. Quand on Ouais. parle encore du deuil animalier, on te dit oui, oui, je comprends tout à fait ta douleur, mais, donc il y a un mais derrière, et la Mm. société Ouais. le met toujours en deuil secondaire, comme un deuil qui ne peut pas être vécu au même niveau de douleur qu'un deuil humain. Donc c'est pour ça que je continue d'utiliser ma grande voix pour clamer haut et fort que ce deuil a le droit d'être vécu comme tout autre deuil, qu'il y a des émotions derrière, il y a en plus le jugement de la société qui t'isole, et Ouais. donc, à un moment, il faut qu'on soit nombreuses à en parler. Et donc, quand j'ai pu avoir l'opportunité de le faire par ton podcast, je l'ai fait avec grand plaisir. Bah, je suis ravie en tout cas qu'on libère aussi un peu plus la parole et puis surtout que tu puisses nous parler aussi de ta vision des choses et de tes expériences qui sont incroyables, tu nous raconteras. D'ailleurs, comment ça se passe, les accompagnements avec les familles que tu as aujourd'hui? Comment tu accompagnes concrètement les duos humain-animal, peut-être avant la disparition Oui. de cet être cher et puis après? Quel est ton rôle concrètement? Alors tu touches un point sensible, c'est que quand j'ai commencé, j'accompagnais le deuil. Voilà. C'est-à-dire que Mhm. une personne avait perdu son animal très tôt, il y a quelques jours avant, ou quelques semaines après, quelques jours après, pardon, ou quelques semaines après, ou quelques années après, et avait besoin d'un soutien. Ok. J'ai de plus en plus de personnes qui me contactent pour les accompagner avant la mort de leur animal. J'ai des personnes qui me demandent de les accompagner parce que leur animal est en fin de vie et que quelque part, elles se sentent presque inutiles et elles ne savent pas comment faire pour ne pas penser à la mort au quotidien, mais profiter de la vie. Hein, donc ça, c'est déjà la première chose. Et j'ai des personnes dont l'animal va très bien qui me contactent parce qu'elles Ok. ont peur, elles anticipent la fin de vie de leur animal ou en tout cas le fait qu'elles ne pourront pas lui survivre.
elles ont tellement peur de vivre après lui et que cet être qui est si important décède que elles se mettent dans un état de stress et elles ne vivent plus le présent. Elles anticipent la perte. Et donc, ça les met dans un... Effectivement, elles ne peuvent plus profiter des moments d'amour qu'on a au quotidien avec nos animaux, puisque chaque fois qu'elles les voient, elles sont dans la projection d'un futur sans lui. Donc, voilà, ça c'est pour le pré-deuil, les 2 types de pré-deuil que j'accompagne. Et comment je fais ce qui est important quand on accompagne le deuil, les gens me disent, mais c'est quoi ton métier? Eh ben, j'ai dit, c'est surtout de rien faire. Alors, il y a plein de gens qui aimeraient faire ce métier, n'est-ce pas? Comment? Quand je dis ne rien faire, c'est juste être ouvert à l'autre. C'est proposer un endroit sécurisant, sans jugement, avec des pistes où on peut proposer peut-être 2 ou 3 façons d'améliorer leur quotidien, sans conseiller, sans projeter, sans interpréter, sans être dans il faudrait, tu devrais, et en fait laisser la place entière à la personne et que nous, on soit pas à côté d'eux dans un miroir en disant ouais je vais te sauver, viens, je vais te sauver, mais plutôt je suis à côté, je marche, c'est moi qui tiens le miroir et tu es toute seule en face du miroir. Et sûrement pas, on voit pas ma tête taper l'incruste en disant oh, j'ai fait un bon boulot. Et d'ailleurs, quand je fais des formations et qu'une stagiaire me dit j'ai l'impression d'avoir échoué ou d'avoir raté cet accompagnement, je leur dis la seule façon de rater un accompagnement, c'est quand on essaye de faire quelque chose. Si on est ouvert à l'écoute à l'autre, on peut pas rater. On ouvre un espace et il n'y aura pas le sentiment d'avoir échoué. Donc ça, c'est le pré-deuil. J'accompagne aussi au moment de l'euthanasie, puisque pour certaines personnes, c'est compliqué d'être seul avec leur animal et le vétérinaire, donc ils ont besoin d'une présence. Et donc, ça m'arrive, évidemment, et là, il faut que ce soit proche de chez moi quand même, puisque je prends pas le train pour ça, ou en tout cas, les familles ne me le demandent pas. J'accompagne aussi... Donc, région parisienne ? Oui, plutôt région parisienne. Je peux aller jusque dans le 60 jusqu'à 1 heure, parce que région parisienne, c'est déjà 1 heure de là où je suis. Oui. C'est tellement large. Je peux aller dans le 60. Si je dois aller en Normandie, j'irai. Alors évidemment, il y aura peut-être des frais de transport, mais je vais pas dans le sud de la France. C'est ça que je veux dire. Vraiment, c'est 1 heure, 1 heure et demie. J'accompagne aussi lors de la crémation. Pour les personnes qui veulent assister à la crémation, et j'accompagne aussi le jour de l'inhumation, c'est des personnes décident d'inhumer leur animal dans le jardin ou dans un cimetière animalier, et puis après évidemment quand quelques jours après la mort, ou encore une fois comme je te le disais, quelques semaines ou quelques mois, voire quelques années, puisque j'ai aussi des personnes qui me voient pour la première fois et qui me disent ça fait 8 ans, 9 ans que mon animal est mort, et en fait quand je parle de lui, je essaye de ne plus en parler, parce que quand j'en parle, c'est comme si c'était hier et je m'effondre. Donc voilà les différents types d'accompagnement que je propose. Du coup, quelle est la place d'un accompagnant au deuil et un psychologue? C'est une question qu'on pourrait se poser parce qu'on pense instinctivement à l'accompagnement psychologique quand ça ne va pas. En quoi l'accompagnement au deuil est différent, apporte quelque chose de plus? Quelle est la limite de chacun? En tout cas, ma limite en tant qu'accompagnante, c'est je ne peux pas accompagner quelqu'un qui est dans une souffrance psychologique, qui est rallumé par le deuil animalier, mais qui n'est pas forcément dû qu'au deuil animalier, déjà. Et là, à ce moment-là, je dirige évidemment vers un psy, ou tout simplement vers leur médecin généraliste, quand elles ont la chance d'en avoir un, n'est-ce pas? Donc vers leur médecin généraliste qui pourra peut-être les aider déjà avec peut-être des anxiolytiques, juste pour calmer un stress ou une angoisse, mais ensuite qui pourra les guider vers un psychiatre ou un psychologue ou un psychanalyste en fonction de leurs besoins. Je ne suis pas médecin, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je ne parle pas de séance, mais je parle de rendez-vous. Je ne suis pas un thérapeute, je suis un accompagnant. Donc moi je mets vraiment dans les mots, c'est très important, ce n'est pas remboursé par la sécurité sociale, ça l'est souvent pour des psys. La différence majeure, en tout cas pour le deuil animalier, c'est que malheureusement certains psys, pas tous,
ont peut-être la vision que ce deuil est un deuil moins légitime. J'ai des personnes que j'accompagne qui sont, après avoir vu un psy, qui n'avaient pas l'écoute nécessaire sur le deuil animalier en particulier, et donc elles se sont senties moins bien quand elles ont abordé ce sujet-là. Peut-être que la personne avait l'écoute, mais je me suis rendu compte que même si ça fait pas de nous des meilleurs accompagnants, le fait qu'on ait vécu nous-mêmes des deuils animaliers rassure la personne qui vient nous voir. Pourquoi je dis que ça ne fait pas de nous les meilleurs accompagnants? Parce qu'il m'est déjà arrivé d'accompagner le deuil périnatal alors que je n'ai pas eu d'enfant. Donc, les personnes me l'ont demandé, après que je les ai accompagnés sur le deuil d'un animal, ils m'ont aussi demandé de les accompagner sur un deuil périnatal ou d'un jeune enfant. Donc, ça ne fait pas de vous un meilleur, mais pour les gens qui viennent nous voir, pour les personnes qui viennent nous voir, elles sont rassurées de savoir que, elle l'a vécu, elle sait combien c'est difficile et il n'y aura pas de jugement. Donc, c'est ce qui fait peut-être la différence, en tout cas entre moi en tant qu'accompagnante du deuil purement animalier et un psy qui accompagnerait toutes les ruptures ou toutes les difficultés de la vie. On vit notre deuil d'une manière différente, chacun avec son individualité, sa personnalité, la manière aussi dont ça s'est passé, qui peut être aussi déclinée par autant de pertes qu'il y en a eu. Comment tu définirais du coup toi aujourd'hui le deuil animalier et pourquoi pour toi c'est vraiment un deuil à part? Qu'est-ce qui fait qu'il est si différent des autres? J'avais écrit un post sur LinkedIn qui disait que c'était pour moi un deuil à part entière, mais également un deuil à part. Qu'est-ce qui en fait un deuil à part? Qu'est-ce qui les différencie, on va dire, si on devait, encore une fois, c'est là où c'est compliqué, parce que je me bats pour pas qu'on essaye de voir de différence, mais là où je veux mettre la lumière, c'est de se dire, contrairement à ce qu'on passe, c'est pas un deuil en dessous, ça pourrait être même un deuil au-dessus. Si on devait aller dans la comparaison, puisque les gens vont dans la comparaison. Déjà, parce que la personne se sent isolée, puisque la lumière n'est pas mise sur ce deuil-là, comment on en parle? Puisqu'on a peur d'être jugé. Et j'ai même des personnes qui, quand ils retournent au travail, préfèrent dire, et même si c'est le cas, j'ai perdu un être cher, mais ne surtout pas dire que c'était un animal pour ne pas avoir à entendre du jugement. Ah oui, mais quand même, regarde, t'as pris 3 jours de congé, je comprends pas, il faut quand même pas exagérer, voilà. Pour éviter ce jugement, elle préfère se taire. Je pense que on en parlera peut-être après, mais j'anime des cafés compagnons avec Happy and Lasso, et ce sont donc des moments d'échange sur le deuil animalier. Je me suis rendu compte, puisque j'avais aussi animé des apéros de la mort, que c'est un deuil, les apéros de la mort, c'est la même chose, mais pour tous les deuils vécus, d'accord, pour toutes les personnes qui se posent des questions sur la mort. Et je me suis rendu compte que les personnes qui avaient vécu un deuil animalier, lors de ces apéros de la mort, eh bien, pouvaient ne pas se sentir légitimes à parler du deuil animalier quand en face d'eux, ils avaient quelqu'un qui avait perdu leur mère, leur cousine, leurs parents, leurs enfants. Et donc, elles-mêmes, elles s'auto-censuraient. Donc, c'est pour ça que les cafés compagnons ont été créés, pour pouvoir déposer la parole et se retrouver qu'entre personnes qui ont vécu le deuil animalier sans peur de jugement. Donc ça, c'est déjà une spécificité, l'isolement par la société et donc le renfermement sur soi. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est l'euthanasie, puisqu'en France, l'euthanasie n'est pas autorisée et apparemment ne risque pas de l'être de sitôt si on en croit la décision de notre gouvernement. Donc, l'euthanasie n'est pas acceptée chez l'humain. Ce qui veut dire que chez l'animal, elle l'est. Ça met donc la personne qui est l'humain de l'animal en position de décider du moment où son animal va mourir. Et même si euthanasie veut dire action de donner une mort douce, très important que vous le rappeliez, hein, c'est pas un meurtre, on amène une mort douce pour justement éviter les souffrances, les personnes devant prendre la décision ont cette impression d'avoir tué leur animal, ce qui n'est pas le cas chez l'humain. Donc, deuxième, et c'est pas anodin, hein,
Troisième, et qui est aussi très important, s'il y a deux êtres au monde dont nous sommes responsables, ce sont les enfants, nos enfants, et les animaux. C'est-à-dire que sans nous, un enfant, il peut pas se nourrir. Un nourrisson, il peut pas se nourrir. L'animal, c'est pareil, si on ne s'occupe pas de lui, particulièrement les chiens ou les animaux qui ne vont pas à l'extérieur, certains, ils ne peuvent pas trouver de nourriture. Ils ne peuvent pas avoir de soins. Donc, c'est nous qui sommes responsables d'eux, en tout cas au départ. Je dis tout de suite qu'effectivement, il y a aussi les personnes dont nous sommes responsables, c'est-à-dire nos parents, quand on devient leur aidant, et les personnes qui peut-être souffrent d'un handicap ou qui sont juste différents, dont on doit aussi s'occuper. D'accord? Ça, je tiens à le dire parce que on peut me dire, mais Irène, il n'y a pas que. En grande généralité, ce sont les enfants et les animaux. Oui. D'accord? Et en fait, quand un enfant grandit, alors il se rebelle, n'est-ce pas? Il fait même, quand à un moment il quitte le foyer, il crée sa propre famille. Alors vous êtes toujours de sa famille, mais pas la famille première. Vous n'êtes plus son essentiel. L'animal, jusqu'à la fin de sa vie, on sera son essentiel. Pour qui on est l'essentiel dans la vie? Vous vous rendez compte de cette responsabilité qu'on a vis-à-vis d'eux, être leur essentiel. Oui. Si ça fait pas une différence, je sais pas ce qui en fait alors. Donc voilà, on est responsable d'eux jusqu'au bout et on les accompagne jusqu'au bout. Ça veut pas dire qu'on n'accompagne pas nos enfants, c'est pas ça. Mais les enfants peuvent avoir un moment d'ingratitude, un moment où ils t'amènent juste le linge sale, un moment où ils viennent quand ils peuvent, ils créent leur vie et il y a rien d'anormal. L'animal, jamais. Il est toujours là, fidèle au poste. Et je pense que aucun humain n'est capable de ça. Et leur vie entière, ils la passent à nos côtés. Et puis on décide presque de tout sur eux. Oui. C'est terrible. Mais on est décisionnaire de tout, y compris de leur mort si on décide de l'euthanasie. Waouh! Oui. Et d'ailleurs, je tiens à préciser sur l'euthanasie, ça se fait aussi toujours avec l'accompagnement du vétérinaire. C'est pas le vétérinaire qui prend cette décision à notre place, comme tu le dis. Ça revient à notre propre décision. Donc, si on souhaite le faire, évidemment que le vétérinaire est là pour nous accompagner et nous dire, nous conseiller si c'est le bon moment ou pas. Mais c'est vrai que cette décision ne se fera jamais par le vétérinaire. C'est jamais lui qui va dire que c'est maintenant et qu'on le fait. Ce sera toujours à son pet parent de faire ce choix-là. Donc c'est vrai que c'est quand même une responsabilité et un choix assez lourd qu'on a à faire. Oui. Mais on le prend toujours parce qu'il le faut. Et ça peut être, oui, vraiment quelque chose de lourd à porter, comme tu dis. Et donc, je pense que pendant les accompagnements, c'est aussi un point que tu dois avoir souvent sur, oui. La sur culpabilité. Ouais. Oui, c'est la culpabilité, mais ça peut aussi être la culpabilité de ne pas avoir eu recours à l'euthanasie. Ça peut aussi être la culpabilité de l'avoir fait trop tôt, de l'avoir fait trop tard, d'avoir trop réfléchi, En fait, la culpabilité, elle est partout dans le deuil animalier particulièrement, mais elle est aussi dans le deuil humain. Important de préciser qu'il y a vraiment deux émotions qui nous donnent la sensation de rester en lien avec celui qu'on a perdu, que ce soit un animal ou que ce soit un humain. Il y a la culpabilité et la tristesse. Ce qui veut dire que tant qu'on se sent coupable, on est toujours en lien avec lui puisqu'on est responsable. Ok. Tant qu'on est triste parce qu'on l'aime. Si d'un coup on se met à une journée, par exemple, ne pas y penser, oulala, vite, on revient à la tristesse parce que ça veut dire qu'on va mieux. Et si on va mieux, ça veut dire qu'on oublie. En tout cas, c'est le process. Donc, inconsciemment, la tristesse et la culpabilité sont deux émotions qui nous accompagnent assez longtemps. Voilà, il n'y a rien d'inquiétant à se dire je me sens encore coupable. Alors à des moments, c'est pas la culpabilité qui nous hante toute la journée, mais il n'y a rien d'étonnant. C'est tout à fait normal de ressentir cette culpabilité, cette tristesse omniprésente. Ce qui restera quand toutes ces émotions seront apaisées, ce sera le manque de l'être qui n'est plus là. Et c'est donc la certitude aussi
que si il vous manque, que l'amour continue et que vous ne pourrez jamais l'oublier. Donc, est-ce qu'un jour je l'oublierai? Non. Le manque vous le rappellera que vous ne pouvez pas l'oublier. Donc, le manque, on n'aime pas trop parce que c'est un sentiment qui nous dit, oh là là, c'est terrible. Mais d'un autre côté, c'est la preuve qu'on ne peut pas l'oublier. Je vais essayer de retenir mes larmes pendant tout cet épisode, ça va être Est-ce qu'aujourd'hui, alors je sais qu'il y a quelques petites avancées du côté de certaines entreprises, pas toutes, Oui. On en est encore loin d'une reconnaissance vraiment officielle du deuil animalier. Qu'est-ce que tu vois, toi, aujourd'hui, qui se met en place, qui sont des choses positives, qui peuvent aider aussi des salariés à se sentir mieux, à se sentir écoutés? Est-ce qu'il y a des chartes qui sont existantes? Est-ce qu'il y a des limites aussi à tout ça? Qu'est-ce que tu Alors, peux nous en dire sur la reconnaissance de ce deuil? il y a des choses qui existent et qui se mettent en place. Il y a aussi des sociétés qui travaillent avec les animaux qui ont déjà octroyé un jour de congé à la mort de leur animal, de l'animal de leur employé. Il y a aussi des crématoriums animaliers où chacun donne un jour de congé à la mort d'un animal. Moi, je sais que avec la Société en Mouvement, on avait travaillé avec la mairie de Suresnes, en tout cas pas avec la mairie, mais avec deux personnalités de Suresnes, sur comment est-ce qu'on peut créer une charte du deuil animalier pour qu'un jour de congé soit octroyé aux personnes vivant le deuil de leur animal. Et c'est OK, ça avance. Il y a des gens qui signent, mais pas tout le monde. Maintenant, il y a aussi, pour moi, la difficulté, c'est que le deuil animalier, pour beaucoup, c'est le chien et le chat. C'est-à-dire Oui, que c'est vrai. si tu perds ton poisson, est-ce qu'on va te dire OK, tu as le droit à un jour? Je ne suis pas certaine. Donc, il y a aussi ce combat dans le combat. Le deuil animalier, c'est perdre un être animal, pas humain, on va dire, puisque l'humain est aussi un animal, qu'on aime et avec lequel on avait tissé des liens, peu importe. Quel animal? On s'en fout. Si on tisse des liens avec un lézard, on tisse des liens avec un lézard. Pourquoi ce deuil-là, cette personne-là n'aurait pas le droit d'avoir un jour pour? Deuxièmement, imaginons que tu aies 3 animaux dans ton foyer et que la même année t'en perdes 2. Qu'est-ce qu'on va te dire sur le deuxième? Bah ouais, mais enfin, t'as déjà utilisé ton jour de congé. Donc, tout est encore flou. Il y a encore plein de choses à mettre en place, comme pour les EHPAD, les animaux qui vont dans les EHPAD. Il y a plein de choses à mettre en place, mais ça veut dire qu'on en parle. Donc, il y a déjà quelque chose de positif. Donc, il y a la charte du deuil animalier avec Société en Mouvement. Il y a aussi, je crois, des associations qui essayent de mettre ça en avant. C'est encore le début, c'est le balbutiement. Mais il faut bien qu'il y ait un début pour qu'à un moment, il y ait quelque chose de concrétisé. Et c'est OK que de n'être l'instigateur que du début. Ça veut dire quand même que, voilà, moi je pense que d'ici ma mort, même si je n'ai que 57 ans après la mort, on ne sait jamais quand elle nous attrape, cette coquine, mais d'ici ma mort, je ne suis pas certaine que j'aurais vu beaucoup de changements. Si tu avais un mot à dire à un chef d'entreprise qui nous écoute aujourd'hui, pour le convaincre ou du moins qu'il comprenne un petit peu mieux l'importance d'accompagner ses salariés sur cette phase difficile qui n'est pas toujours comprise, qu'est-ce que tu leur dirais? Alors je dirais que premièrement, même le deuil humain, il est difficilement accompagné dans les entreprises. Certaines entreprises prennent l'importance de l'accompagnement de ces salariés, certaines pas du tout. D'accord? Il arrive encore qu'il y ait des grands patrons qui vous disent, alors que tu reviens d'un deuil, peu importe le deuil, mais c'était en vacances. On t'a pas vu depuis un mois. Ça arrive. Pas tous, mais ça arrive encore. Donc, deuil humain ou deuil animalier, on en parle très peu au sein des sociétés. Le positif d'en parler, c'est que la personne ne va pas rester chez elle, ne va pas taire ses émotions et va avoir aussi au sein de son travail des personnes qui lui ouvrent la possibilité peut-être de arriver de temps en temps un peu en retard ou en tout cas allège sa charge le temps d'eux, qui lui permettent de continuer de parler, et là je parle du deuil animalier, de son compagnon animal et de ne pas taire son chagrin, ce qui aide, et ça je le dis à tout le monde,
contrairement à ce qu'on va vous dire, ce qui vous aide à apaiser la charge émotionnelle, c'est de continuer d'en parler. Alors oui, ça va faire mal sur le moment. Boum, ça va réouvrir tout ce qu'on a et ça va être difficile. Mais si on ne le fait pas, on l'enferme. Est-ce que l'émotion se calme? Pas du tout, on la tait simplement. Et un jour ou l'autre, la coquine, elle aussi, elle grandit dedans. Et pour X raisons, ça peut être un nouveau deuil, mais ça peut être aussi quelqu'un qui vous parle mal. Ça commence à gronder et tout sort et la tristesse vous gagne. Donc d'une façon ou d'une autre, la tristesse, ça va vous gagner. Donc peut-être travailler dès le départ à poser des mots sur ce que vous ressentez et à sortir tout ce qui est en vous va apaiser cette charge émotionnelle. Pas les émotions vont pas disparaître. Elles seront juste moins intenses et c'est déjà pas mal, moi je trouve, quand on chemine sur son deuil. Et on est beaucoup à ne pas vouloir parler justement de l'anticipation de la perte de notre animal. J'étais étonnée d'ailleurs que tout à l'heure tu dises que des personnes venaient te voir déjà pour être dans ce travail en fait de voilà, j'ai peur, j'angoisse, je stresse que mon animal disparaisse, meure. Pourquoi selon toi c'est déjà très important d'en parler avant et quels sont vraiment les besoins qu'ont ces personnes-là quand elles viennent te voir? Alors pourquoi c'est important d'en parler? Parce qu'encore une fois, quand on en parle, l'émotion est moins intense. Donc déjà, c'est un fait. C'est aussi se dire, quand on en parle, c'est mettre la lumière sur certaines choses qui, quand on le vit, mais qu'on ne pose pas des mots dessus, n'ont pas le même impact. Donc, quand tu t'entends Ok. dire des choses, tu te rends compte de certaines petites choses que tu avais planquées peut-être. Donc ça, c'est déjà Mhm. aussi la deuxième. La troisième, c'est que si tu es dans la peur de perdre, tu n'es pas dans la joie de connaître. Tu n'es pas dans la joie de vivre. Tu passes ta journée dans l'anxiété, dans l'appréhension de ce qui sera quand il sera mort. Et donc, comment tu peux être dans l'appréhension de ce qu'il sera quand il sera mort avec le bonheur de vivre au quotidien? C'est aussi une des raisons pour laquelle c'est important d'en parler avant. C'est aussi s'interroger sur la peur de la mort en général. J'ai beaucoup de personnes que j'accompagne qui me disent si je perds mon animal, je vais mourir. Et là, je suis peut-être un peu crue, mais je leur dis quand vous allez perdre votre animal, c'est ce que vous voulez dire? Et alors là, j'ouvre la porte qu'on avait bien fermée à clé, on avait même jeté la clé tellement loin qu'on savait même pas où elle était. Ce n'est pas si, c'est quand. Et ça, c'est pour tous les êtres qu'on aime autour de nous. Tout être auprès duquel on s'ouvre dans l'amour, on accepte l'éventualité que on la perde. Par la mort, par la séparation, on peut aussi se séparer d'un être qu'on aime. On peut même si je sais que c'est compliqué pour moi, mais je dois le dire, se séparer d'un animal à un moment ou un autre, particulièrement les personnes qui rentrent en EHPAD et qui ne peuvent pas, ou simplement en soins palliatifs et qui ne peuvent plus s'occuper de leur animal. Et donc, on est tout le temps dans cette projection de toute façon, on va le perdre, mais on la refuse. Dès le départ, on la refuse. Ce qui complique aussi, c'est qu'est-ce qu'on met dans le rôle qui est le nôtre. Toi, tu es Romane et tu es un être à part entière. Je suis Irène et je suis un être à part entière. Mais en dehors de cet être à part entière qui est déjà compliqué à nous-mêmes, à bien le cerner, déjà en dehors de cet être-là, on a des rôles en fonction des personnes autour de nous. On a le rôle de meilleur ami, on a le rôle de cousine, de cousin, de tonton, de tata, de maman, de papa, de fils, de fille. Ok. Et ces rôles-là, c'est nous qui mettons ce qu'on veut dedans. Personne nous impose. Dans le rôle que tu as toi en tant qu'humaine de tes animaux, tu n'y mets pas la même chose que moi j'y mets. Sûrement on y met une base commune, mais on y met aussi des choses qu'on veut y mettre. Et je me suis rendu compte que
toute jeune, je mettais dans mon rôle d'humaine de mes animaux, j'y mettais évidemment le soin, de prendre soin d'eux jusqu'au bout, de leur donner à manger, de leur donner de l'amour, de leur donner un toit, que plus jamais ils reconnaîtront la souffrance et que plus jamais je vais les sauver, quoi. Mais je me vends du rêve à moi toute seule. Toute seule, je crée déjà une position où je peux échouer. Personne ne m'a dit qu'il fallait que j'y mette ça dedans. Et à partir du moment où tu acceptes que tu n'es pas un sauveur, que tu ne peux pas sauver ce qui n'est pas les personnes qu'on ne peut pas sauver ou les êtres qu'on ne peut pas sauver. On ne peut pas sauver un animal d'une maladie. On ne peut pas sauver un animal de son âge. C'est impossible. Et même si on l'aime par-dessus tout, on ne pourra jamais le sauver. Alors qu'est-ce qu'on fait? Alors on vit le moment, on profite du moment, peu importe la quantité de temps passé avec un être qu'on aime, mais c'est la qualité de ce qu'on y met. Et souvent, quand on est tellement dans la peur de perdre, on ne profite pas à fond. Et on s'en veut ensuite de ne pas avoir assez profité. Donc la vie, elle est là, on nous la prête. L'animal, on lui prête la vie aussi. Et lui, contrairement à nous, il se pose pas de questions, il vit le moment. Et si on essayait de faire un peu comme eux, de vivre le moment sans projection, sans interprétation, sans besoin de comprendre et de maîtriser, je pense qu'on serait beaucoup plus heureux. C'est vrai. Donc voilà, plus on en parle, plus on prend conscience de l'importance et de la chance qu'on a de vivre cet amour, plus on se dit, ok, la mort, elle va venir. Mais pour le moment, ma cocotte, tu vas pas me pourrir ma vie. Tu viendras quand ce sera le moment et je l'accepterai parce que j'ai pas le choix. Mais en attendant, je vis et je vis un bonheur intense auprès de ceux que j'aime. C'est plus cette notion-là que j'essaye d'amener. Alors, ça me fait penser à un sujet qui est venu d'une discussion cet été avec des amis. Justement, j'avais du coup fait déjà l'épisode avec Yesenia Alvesleiva sur l'accompagnement de la fin de vie, qui est du coup vétérinaire et qui est venue sur le podcast. Et donc, j'avais parlé avec des amis de la perte de nos animaux et de l'importance d'en parler avant que ça arrive. La première chose qu'on m'a dit, c'est « Ah non, moi, j'ai pas envie d'en parler, je vais pleurer. » Et donc, c'est vrai que amener ce sujet-là, c'est quand même sensible, mais en même temps, on a besoin d'en parler. Donc, comment trouver justement ce juste milieu pour parler de ça, libérer un peu la parole aussi sur la fin de vie de nos animaux, pour peut-être aussi pouvoir être mieux préparé le jour où ça arrive. La mort ou l'idée de perdre un animal, en tout cas pour les personnes qui ont vraiment un animal en fin de vie, d'accord, vraiment qui vivent la fin de vie et qui sentent que c'est là, qu'il reste peu de temps. Elles se sentent souvent inutiles. Elles pensent avoir échoué dans leur rôle puisque de toute façon, elles n'arrivent pas à mettre quelque chose en place. Donc, tes amis qui te disent en parler, je vais pleurer, il y a aussi ce point-là. Pleurer en France n'est pas accepté. Enfin, en France. Dans beaucoup de pays, on s'excuse de pleurer. On s'excuse d'avoir une émotion de pleurs. On ne s'excuse jamais de rire. Bon, sauf si on est à des funérailles et qu'on explose de rire. Ok. Mais en général, quand on rit, on ne s'excuse pas. Et en plus, le rire, il est communicatif et tout le monde rigole, c'est génial. Mais par contre, quand on pleure, les personnes en face ne savent pas quoi dire à quelqu'un qui est en pleurs. Donc, pour leur éviter d'être mal à l'aise, on dit aux gens, ne pleure pas, quoi, c'est bon, pleure tout seul dans ton coin, mais me montre pas parce que moi, je sais pas quoi te dire. Donc, tout le monde est mal à l'aise avec le fait qu'il y ait quelqu'un qui pleure en face. Il suffit parfois d'une main sur une épaule en disant, tu vois, je suis là. Tu peux pleurer toutes les larmes de ton corps, je suis là, ok? Et dis-moi tout ce que tu ressens, et c'est ok, tout ce que tu ressens est valable. Il suffit de ça, on te demande pas de le sauver, on te demande pas de lui dire je vais faire ci, je vais faire là, etc. Les gens ont peur de la tristesse, ils ne savent pas comment l'accompagner. Donc, déjà, on t'interdit d'être triste. La mort fait peur. Donc, encore une fois, quand on a peur de la mort, on ne profite pas de la vie, puisqu'on passe notre vie à avoir peur de la mort. Et en plus, on a peur de quelque chose qui va de toute façon. Et on évite d'en parler. Surtout,
Donc, on ne parle pas de la mort, on ne parle pas de ce qu'on veut faire, etc. Le pré-deuil permet aussi ceci. Un, D'accord. permet de parler de ce qu'on veut faire, à nouveau reprendre un peu la main sur une maladie qui est en train de malheureusement petit à petit nous séparer de l'être qu'on aime, c'est de reprendre un peu la main, c'est-à-dire qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je veux, comment, quel jour, est-ce que l'euthanasie, je veux être seule avec lui, si je dois avoir recours à l'euthanasie, est-ce que je veux que Pierre-Paul Jacques soit présent, et Pauline, parce qu'il y a aussi Pauline, est-ce que je veux qu'il soit là, est-ce que je veux une musique spéciale, est-ce que je veux faire appel à, comme Yesenia, une vétérinaire qui se déplace à domicile ou qui le fait dans l'endroit que vous aurez choisi de procéder à cette euthanasie. Est-ce que au contraire je veux l'amener à la clinique? Est-ce que vraiment à la maison, à tel endroit, je voudrais le faire à la maison? Est-ce que je lui fais peut-être une cérémonie avant plutôt que de faire une cérémonie après? C'est-à-dire que je vais faire venir tous les gens pour qu'ils lui disent au revoir et combien il est important. Est-ce que je fais déjà écrire des mots aux enfants ou des poèmes qu'on pourra mettre dans le cercueil qui va à la crémation ou à l'inhumation? Est-ce qu'ils écrivent même une chanson? Mais il y a tellement de choses sur Et lesquelles on a la main. ouais, c'est Il y a vrai. tellement de choses. Par exemple aussi, ça de plus en plus, j'essaie d'expliquer comme ça. Quand on part accoucher, quand on est une maman, une future maman, on a un sac qui est prêt pour la clinique où on va accoucher. On y met certaines choses et on y met des petits des bavoirs, on y met des ci, des là, etc. La crème pour le truc, la crème pour les vergetures, la crème pour ci, la crème pour là. Ok, et ça c'est prêt. Pourquoi ne pourrait-on pas réfléchir à quelque chose qui serait prêt à mettre dans la voiture au cas où et ne pas avoir à stresser quand on se dit là, il va vraiment pas bien, il faut vraiment que je l'accompagne? Au moins ça, se serait Mm. géré. Pourquoi on n'essaierait pas de réfléchir à des parrains, des marraines, des gens sur qui vous allez pouvoir vous appuyer, vous leur demander est-ce que à 3 ou 4 heures du matin, si je t'appelle, est-ce que toi t'es dispo? Oui, non. Ok, on prend un papier, on note son numéro, on le met dans une box spéciale. Et on sait qu'on va dans cette box et on aura toutes les infos des gens sur qui on peut compter. Pourquoi ne pourrait-on pas utiliser ces moments-là pour essayer de voir si, pour essayer d'en parler aux vétérinaires, comment ils procèdent à l'euthanasie? Qu'est-ce qu'une Et euthanasie? ouais. Qu'est-ce qui va se passer? Non, on ne fait rien et on est juste dans la peur de ce qui va arriver. Alors ça arrivera quand même, hein. Je suis pas en train de dire que Mm. ça va vous éviter, mais vous aurez en tout cas repris la main sur, encore une fois, la coquine, la mort, et vous aurez anticipé au maximum de choses agréables pour qu'au moment où la décision doit être prise, elle soit plus apaisée, que vous n'ayez pas à encombrer votre cœur et votre esprit de choses administratives à faire. Qu'est-ce que Et c'est qu'une oui. crémation? Quel type de crémation existe? Est-ce qu'il y a un crématorium où je peux amener mon animal? D'ailleurs, petit à propos, vous avez le droit de choisir le crématorium que vous voulez. C'est-à-dire que si votre animal, si la clinique où vous allez d'habitude travaille avec tel crématorium, vous n'êtes pas obligé d'accepter d'aller dans ce crématorium. Vous pouvez demander à la clinique de garder le corps de votre animal dans une chambre froide le temps que vous preniez rendez-vous directement auprès du crématorium, que vous récupériez votre animal et que vous l'ameniez au crématorium le jour de la crémation. Tout est Ok. possible. Mais si on ne sait pas, on subit. Et après, on me dit si j'avais su. Et puis on prend des décisions dans l'urgence, donc des décisions où on n'a pas eu le temps vraiment de se poser pour ben, qu'elles soient vraiment éclairées et Oui, ça peut être des regrets, des remords par la suite. exactement. On est dans l'émotion. Complètement. Dans l'émotion, on n'est pas dans le Ouais. rationnel. Si vous êtes seul et que vous devez amener votre animal en urgence, c'est là où je dis, il est très important d'essayer d'avoir quelqu'un qui peut vous y conduire. D'où les numéros, hein, d'où la box qui peut aider. Pourquoi? Parce que s'il devait arriver que votre animal meure pendant que vous conduisez, vous ne pourrez pas être à ses côtés. Donc, vous ne pourrez pas le calmer, l'apaiser et vous vous sentirez peut-être coupable de ne pas avoir pu lui dire combien vous l'aimez parce qu'on ne peut pas conduire et en même temps faire attention. Deuxièmement, après une euthanasie ou après simplement la mort d'un animal, et si elle a lieu naturellement, on va dire, à la clinique, comment vous rentrez chez vous? Enfin,
émotionnellement, vous êtes bouleversé et vous allez reprendre la Ouais. route. Donc, essayez de trouver on le fait quand on boit trop, on pense à, je sais plus comment on appelle ça, ces gens-là qui, Sam. ok, eh ben, trouvez-vous un Sam avant et trouvez-vous deux Sam au cas où si un Sam est malade et collé sur les toilettes et qu'il peut pas vous amener, qui est le Sam 2, mais trouvez-les. Et au Ouais. moins, vous avez leur numéro, vous leur posez la question avant, vous n'êtes pas dans cette inquiétude. Si vous êtes dans ce stress-là, vous ne pourrez pas mettre toute l'attention sur votre animal et vous vous en voudrez. Mm. Et dernière chose par rapport au pré-deuil, quand on accompagne un humain ou un animal et qu'on devient son aidant, notre vie est bouleversée, notre vie quotidienne est bouleversée. On est obligé de changer nos rituels, on est obligé de mettre une vidéo, on est obligé de demander à des personnes de venir, on est obligé de nettoyer, on ne dort plus, on ne mange plus. On met notre vie entre parenthèses pour que la vie de notre animal ou de l'humain qu'on accompagne soit la plus facilitée, on va dire. Évidemment qu'il est possible qu'à la mort de votre animal, vous ayez comme un soulagement. Un soulagement de quoi? Pas qu'il soit mort, mais que, un, il ne souffre plus, et deux, vous récupériez aussi vos habitudes. Alors, il y a des personnes qui me disent, mais moi, je veux pas les récupérer, et d'autres personnes qui me disent, je suis tellement heureuse de les récupérer. Encore une fois, on est tous différents, mais ne vous en vouliez pas d'avoir ce sentiment de, un, il souffre plus, et deux, je vais pouvoir retourner dans une vie qui était la vie que j'avais choisie. Il n'y a rien de malsain à ça. Et ne vous flagellez pas en disant, mon Dieu, comment je peux penser à ça? Voilà, C'est important de le soyez dire comme ça. ouverts à Ouais. ça. C'est important. Je me posais la question d'ailleurs sur le jour de la perte, du décès, de la mort de notre animal. Je ne sais pas si tu as vu après tous les accompagnements que tu as eus aujourd'hui, si voir le corps de l'animal décédé nous aide. Je sais que pour expérience personnelle, moi je n'avais pas vu Frisbee, du coup mon chien de famille. Je l'ai vu dans ces derniers jours où il était vraiment très malade, où il avait des problèmes respiratoires, locomoteurs, etc. Donc, problème à se déplacer. Il était vraiment dans ses derniers jours. Il a eu sa petite semaine de regain d'énergie avant son départ. Mhm. Et en fait, j'ai pas vu son corps. Donc, aujourd'hui encore, ressasser ses souvenirs sont durs, mais je sais pas si l'avoir vu vraiment euh, sans vie m'aurait aidé. C'est quelque chose qu'on peut se poser aussi pour les humains. Est-ce qu'il faut que j'aille voir le corps de cette personne décédée ou pas pour m'aider justement sur le chemin du deuil? Qu'est-ce que tu dirais sur ça? Il n'y a pas de bien ou pas bien. Euh, je vais te dire tout simplement, je me souviens enfant, moi, on m'avait forcé, j'en ai un souvenir, euh, aller faire une bise à une vieille dame sur un lit qui était mort. Elle était glacée, elle sentait la mort et ça m'a Waouh. traumatisée, enfant. D'accord? Ouais, je comprends. Euh, Maintenant, moi, j'ai accompagné ma maman jusqu'au bout. Euh, et après, je parlerai évidemment des animaux, mais j'ai accompagné ma maman jusqu'au bout. Elle est morte main dans la main avec moi. Euh, je n'ai pas fait de soins de conservation. Elle est restée à la maison, donc son corps s'est abîmé. Elle a verdi. Mais moi, c'était toujours le corps de ma maman, donc j'ai aucun souci avec ça. Aucun. Et je ne pouvais pas imaginer que j'allais, mais perso, hein, que j'allais faire quoi que ce soit, parce que ma mère était très naturelle déjà, pour tenir. Moi, si les gens étaient dit, ça l'a dérangé, j'en avais rien à faire, bah t'as qu'à pas la voir. Ce qui importait, c'était mon ressenti à moi. Ma sœur est venue et elle, comme je savais qu'elle était très fragile, elle a juste tenu la main de maman, hein, et elle n'a pas vu son visage, on a caché son visage, mais ça m'a fait du bien. Pareil pour Ok. mes animaux, j'ai encore une fois, maman est morte pas dans son sommeil, mais elle est morte naturellement, avec un visage très apaisé. Elle n'a pas eu un accident de la route. Ah oui. Mm. Je tiens à le dire, j'ai cette chance-là. Mm. J'ai cette chance d'avoir eu une maman où son visage, même les personnes qui m'ont aidé ensuite à faire la toilette mortuaire, m'ont dit, putain, j'y crois pas, elle est apaisée, quoi. Le visage d'une personne de 96 ans, donc très creux, etc., mais apaisé. C'est pas tout le temps le cas.
Donc, je peux comprendre que la vision d'un corps qui a été endommagé soit compliquée. Quant aux animaux, personnellement, encore une fois, je vais chercher le corps de mon animal, il vient à la maison. Alors déjà, j'ai la chance qu'ils soient tous morts à mes côtés. Donc ça, c'est déjà, j'appelle une chance. Euh, mais ensuite, quand je les dépose au crématorium, comme moi, je choisis le crématorium où je veux l'amener, etc., c'est moi qui vais chercher l'animal la veille. Je le dépose avec mes autres chiens ou chats ou autres animaux pour qu'ils viennent le sentir et que eux aussi intègrent que leur copain est mort ou que leur pas copain d'ailleurs, parce que des fois ils s'aiment pas, est mort et qu'il ne reviendra plus. Et ensuite, je vais au crématorium, j'assiste à la crémation, je vais jusqu'au bout du bout du bout du bout du bout du bout, et ça me fait du bien. Certaines personnes en sont totalement incapables. Est-ce que c'est moi qui ai raison ou c'est elle? Chacun le vit en fonction de sa sensibilité. Maintenant, je reviens à ton histoire où tu me dis peut-être que ça a été difficile et ça l'est encore, où tu as ces émotions qui sont encore là. Peut-être aussi parce que tu ne lui as pas dit au revoir d'une autre façon. J'explique ce que je veux dire. Quand on perd un compagnon animal et que, par exemple, il a été écrasé, on vous appelle en disant, écoutez, le corps, il est dans un état terrible, je vous conseille de pas venir. Ok, vous savez qu'il est mort, on a retrouvé sa puce, etc. Je vous conseille de pas venir. Par exemple, c'est un exemple. Tu sais qu'il est mort, tu ne pourras pas lui dire au revoir. Mais rien ne t'empêche de faire un hommage. Rien ne t'empêche de créer quelque chose en son honneur. Les personnes qui ont des animaux qui disparaissent de leur vie et qui ne connaissent pas le sort de cet animal. Comment on fait pour essayer de cheminer sur un deuil si on ne sait pas que c'est un deuil, si on ne sait pas si l'animal souffre, si on ne sait pas si l'animal est heureux, si on ne sait rien, comment on fait? Eh bien, justement, peut-être en remerciant ce qui a déjà été créé, plutôt que en disant au revoir, puisqu'on n'en est pas certain. Mais toi, quelque chose que tu pourrais faire, c'est même sans lieu et même sans corps, aussi lui faire un hommage, aller sur une plage, écrire son nom, continuer de le faire vivre d'une différente façon pour apaiser toutes ces émotions qui sont en toi. Tu peux aussi dire que tu es en colère, tu peux même le dire à tes parents. Et c'est ok. Tu peux aussi dire aux gens, je suis très en colère, mais rien de le dire, je le suis beaucoup moins déjà. Ne gardez pas vos émotions. Si vous les gardez en vous, ça devient des sentiments. Et des sentiments, c'est quelque chose que vous travaillez à garder. Une émotion, elle traverse. Quand on la garde, c'est notre choix. Débarrassez-vous de tous ces sentiments qui sont si lourds. En parlant et en déposant. Vraiment. Si je peux donner un conseil, j'aime pas le mot conseil, mais si je peux apporter une lumière là-dessus. À quel moment on sait on ressent vraiment la sonnette d'alarme, qu'on a besoin d'un accompagnement, qu'on est dans une phase où on a vraiment besoin d'aide, et comment on peut demander cette aide? La problématique première pour moi, c'est les personnes âgées. Parce que les personnes âgées, par exemple, ne demandent pas d'aide. Elles n'ont pas pour habitude de crier « Ouh, je vais pas bien ». C'est pas vraiment dans une habitude générationnelle, hein, on va dire, de dire quand ça va pas, etc. Donc ça, c'est souvent les enfants qui m'appellent et qui me disent « J'ai ma grand-mère, j'ai ma mère qui va pas bien, je voudrais que vous l'accompagniez ». Donc ça, c'est déjà un cas très particulier, c'est les personnes âgées. Moi, je dirais, est-ce qu'il y a encore une fois un bon moment? Alors, je vais expliquer un peu ce que dit Christophe Forêt, parce que je ne suis pas Christophe Forêt, donc je n'aurai pas ces mots. Mais le corps a cette intelligence quand on se blesse, de mettre en place directement avec les globules rouges, les globules blancs, etc., une protection qui fait qu'on essaie de cicatriser. Le corps lui-même essaie de produire tout ce qu'il faut pour cicatriser face à une blessure. Face au deuil d'une personne, c'est exactement pareil. Quelque chose se met directement en place qui vous amène à avancer, à cheminer, etc., à vous poser des questions ou à vous interroger, à vivre des émotions. Une blessure, on peut y apporter un mieux-être, c'est-à-dire où on attend que le processus se fasse, et même un bras cassé, on a très mal, mais donc on termine notre vie peut-être comme ça, avec le coude en haut, parce qu'on n'y a rien apporté, mais quelque part on n'en meurt pas.
Ou alors on décide de mettre un plâtre, voir un docteur, faire de la kiné, etc. Donc on apporte un soin à notre blessure. Le deuil, on n'apporte pas de soin à notre blessure. Euh, Mm. on fait rien. Alors le deuil animalier, encore plus. Il n'y a pas de Encore moins, rituel, il n'y a ouais, pas enfin. tout ça. Oui, encore moins. C'est encore moins valorisé. Il y a plus de Mm. il y a très peu de rituels dans le deuil animalier, très peu d'espace où on peut en parler. Donc quelque part, il faut que tu ailles mieux et surtout vite. Parce que si c'est pas le cas, c'est que tu as un pet au casque. La plupart des familles, la première chose qu'ils me demandent, c'est est-ce que je suis normale de ressentir ce que je ressens avec l'intensité avec laquelle je le ressens. Vous vous rendez compte? Être obligé de, d'avoir une validation tellement la société pense qu'on est complètement perché. Et là, je vais te faire sourire, je pense. Mais quand j'ai commencé, il y a bientôt 5 ans, j'étais une femme avec des cheveux gris, d'un certain âge, sans enfant, et qui avait des chiens. Oh là là, alors j'étais le stéréotype de la nénette perchée. D'accord? De la nénette qui aimait les animaux parce qu'elle n'avait pas pu avoir d'enfant. Donc, et je suis rentrée dans cette case-là. Moi, les journalistes qui m'ont fermé la porte, j'en ai vu. J'ai dû essayer de passer par la fenêtre, par n'importe où, par le trou d'une souris s'il fallait, pour essayer de montrer combien c'est important. Donc, il y a en plus ce jugement que les gens qui ont un animal et qui n'ont pas eu d'enfant, c'est parce que en fait, ils pallient le manque d'enfants par un animal. Mais que nenni, c'est joli ça que nenni, mais que nenni, ce n'est absolument pas le cas. On peut décider, comme moi, de ne pas avoir d'enfants et de vouloir des animaux parce que j'aime les animaux et que je ne me sentais pas d'être maman et c'est ok. Enfin, encore une fois, le jugement que la société Mm. porte sur nous. On vous dit, alors maintenant, les nouveaux pets parents, ils veulent plus d'enfants, ils veulent que des animaux, c'est eux qui tuent la société. Mais oh, hein, il y a toujours des gens qui font des enfants. Hein. Si tu as envie d'aimer un animal, tu aimes un animal. Mais forcément, quand tu le perds, il Mm. y a ce regard de la société derrière. Donc, Et ouais. honnêtement, foutez-vous-en. Voilà, foutez-vous-en. Vous avez la chance de connaître un bonheur que très peu de gens connaîtront. C'est vrai. Waouh! Et ça, c'est le plus important. Comment on gère du coup cette vie quotidienne avec le travail qui recommence, les relations sociales aussi, les obligations? On n'a pas eu beaucoup de temps pour vider ses émotions, les accueillir, les digérer. Qu'est-ce que tu conseillerais ou du moins quels sont tes éléments de réponse sur ce retour à la vie normale entre guillemets, parce qu'elle ne l'est pas vraiment. Je dirais de prendre le temps qu'il faut. Alors, si vous avez la possibilité, parce qu'évidemment, quand tu es auto-entrepreneur ou quand tu n'as pas, ou tu as une carence de dingue quand tu prends des jours, je peux comprendre que financièrement ce soit compliqué. Mais si vous pouvez poser quelques jours de vacances, faites-le. C'est-à-dire, vivez votre deuil. Ne l'enfouissez pas. Rappelez-vous que quand on l'enfouit, il risque de imploser ou d'exploser ou d'imploser. Et alors, quand il implose, c'est même pire que s'il explose. Donc déjà, Ouais. si vous avez la possibilité, prenez quelques jours pour vous. Il y a un moment dans le deuil où on a besoin d'essayer de retrouver le lien, ou en tout cas de le maintenir, puisque l'être qu'on aime n'est plus là physiquement. Donc il y a cette Et oui. recherche du lien. Et dans la recherche du lien, il y a un peu deux manières de le vivre. On est tous différents. Soit tu t'enfermes vraiment chez toi, tu veux voir personne, etc. Tu es dans Ouais. ton Mhm. quotidien. Tu veux surtout pas qu'il y ait quelqu'un qui rentre parce qu'il va enlever les dernières odeurs. Surtout pas le ménage parce que les poils vont partir. Ok. Et il y a aussi la période où au contraire, où la façon de ne pas faire face, en tout cas de garder ce lien, c'est de ne pas voir. Pour ne pas voir, on fuit l'endroit qui nous rappelle qu'il n'est plus là. C'est-à-dire on fuit la maison. On va bosser jusqu'à plus d'heures, on se met à voir des Mm. copains, à faire du Et sport, ouais. à être dans une too much. Et je me dis, Ouais. ne vous en voulez pas que ce soit l'un ou l'autre. Il n'y a rien d'anormal. On essaie de maintenir un lien. Je vous rassure que même si on ne peut pas avoir à nouveau un lien physique, et bien sûr qu'on ne peut plus l'avoir. Mais le lien, l'amour, il est là, il bouillonne en nous. Tant que on fait vivre un mort, il n'est pas mort réellement. C'est-à-dire que tant qu'on parle de lui,
tant qu'on se remémore des moments, tant qu'on chérit les moments qu'on a passés, tant que quand tu sens une odeur, tu te dis oh putain, j'y crois pas. Sentir cette odeur, ça me ramène à tel moment où j'étais avec eux. Quand tu touches par exemple un animal, peut-être quelques mois plus tard, tu fais oh putain, j'ai l'impression que c'est ces mêmes poils, même si c'est pas le cas. Quand tu entends Ouais, ouais. quelque chose qui peut te faire penser à son animal, il n'y a aucune possibilité d'oublier, sauf si on a Alzheimer, et ça c'est autre chose. Mais on n'a aucune possibilité d'oublier ce qu'on aime. On continue de les faire vivre en nous différemment. Oui, oui. Oui, ils seront plus jamais là, c'est vrai, à côté de nous, mais ils sont partout en nous. Et qui vous êtes là maintenant, c'est grâce à eux. Donc, la personne que vous êtes devenue, c'est parce que vous avez rencontré tous ces êtres dans votre vie. Donc, il y a un bout d'eux en vous. Autrement, vous ne seriez pas la même. Donc, n'ayez pas peur d'oublier. Jamais de la vie vous oublierez. Petit à petit, soyez doux avec vous-même. Ne prenez pas de décision hâtive quand on vit le deuil. Laissez-vous le temps. Si vous ne savez pas quoi faire de ces affaires ou si c'est trop douloureux, mettez toutes ces affaires ou demandez à quelqu'un qui mette toutes ces affaires dans un sac, dans un endroit isolé. Vous reviendrez à ces affaires quand l'émotion sera apaisée. Ne prenez pas de décision de quitter mari, enfant, boulot et de partir vivre à Tombouctou parce que, voilà, vous êtes dans Ouais. l'émotion. Accordez-vous Oui. du temps, essayez d'être un peu doux avec vous, parce qu'on est souvent les plus difficiles, on est les plus Avec durs nous-mêmes, avec ouais. nous-mêmes. Est-ce qu'on pourrait mettre en place, pour nous accompagner justement, sur ce chemin du deuil, des rituels, des gestes, des pratiques? Alors, je mets aussi ça dans 2 profils de personnes différentes. Déjà en couple, parce que le Mhm. couple, on vit pas les choses de la même manière. Mhm. Il y a aussi en fonction des sensibilités, certaines personnes qui vont peut-être avoir des choses qui vont leur parler, d'autres non. Mhm. Est-ce que tu proposes ou suggères certaines choses à mettre en place après la perte de notre animal qui peut nous aider? Alors, dans un couple, homme-femme, Mmh. je parlerai après des autres, mais homme-femme, ce qui est noté assez souvent, c'est pas on est d'accord, hein, il y a aussi des personnes qui ne le vivent pas comme ça. C'est que on a vraiment une manière d'exprimer nos émotions ou de vivre le besoin de rester en lien différemment. Souvent, et je dis bien pas tout le temps, l'homme a besoin d'être dans le faire quelque chose. Ouais. Euh, et la femme est souvent besoin de parler encore et encore, d'expliquer, d'essayer de comprendre, d'échanger. Donc forcément, quand vous avez deux façons totalement différentes de vivre, euh, De d'explorer s'exprimer nos aussi. émotions et de s'exprimer, Ouais. c'est compliqué. Souvent, peut-être la dame va dire, mais alors lui c'est bon, il a tourné la page quoi. L'autre c'est bon, il est retourné au sport, il en a rien à foutre. Et lui il va dire, mais moi, parler tout le temps, ça me fait pas du bien. Ça rallume quelque chose. Qui a raison, qui a tort? Et il peut y avoir deux femmes ensemble qui ont aussi ce problématique-là. Il peut y avoir deux hommes ensemble où on a des sensibilités différentes. Euh, Pareil, dans une famille, si vous avez, je prends toujours cet exemple, c'est-à-dire que si vous avez trois enfants, moi, il y a des frères et sœurs que j'aime moins que d'autres. Et c'est OK. Et donc, j'ai moins de liens avec l'un ou l'autre. Et donc, forcément, si celui avec lequel j'ai le plus de liens décède, je serai blessée par celui-ci. Je serai peu moins blessée pour l'autre. Et qui a raison, qui a tort, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien. Je peux être très touchée par quelqu'un que je ne connais à peine, que j'ai rencontré une dizaine de fois, mais qui a bouleversé ma vie. Ouais, Et c'est OK. c'est Qui vrai. sont les gens qui me jugent? Vraiment, accepter que nous sommes tous différents, accepter que la personne qui vit avec vous le vive différemment. Par contre, posez vos besoins. Alors, qu'est-ce que ça veut dire poser ses besoins? N'attendez pas d'une personne qui vit avec vous, peut-être même depuis 30 ans, c'est pas ton cas sûrement, mais qui visionne tout ce dont vous avez besoin. Il ne sait pas ou elle ne sait pas.
on ne présume pas, parce qu'on connaît quelqu'un depuis des années, qui va savoir quoi faire. Pose tes besoins, dis les choses, utilise ce qu'on appelle la communication quand tu peux l'utiliser, que tu as la parole, autrement par écrire si tu n'as pas la parole. Dis, j'ai besoin que tu m'aides ce soir et que tu m'accompagnes me promener ou en accompagner Jackie. J'en ai besoin, peux-tu faire ça pour moi? S'il vous dit non, vous savez qu'il ne peut pas, lui. Dans ces cas-là, allez voir quelqu'un. Mais ne commencez pas à avoir cette colère qui grandit en vous en disant, je comprends pas, ça fait 15 ans qu'on vit ensemble, il ne comprend rien à ce que je vis. Posez vos besoins. Dites les choses. Dites-lui, ce soir, j'ai besoin de rien faire. J'ai besoin qu'on parle de, est-ce que t'es OK? OK, on y va. Ne restez pas chacun dans votre coin quand vous avez la possibilité de le vivre à deux. Et les rituels, du coup, est-ce que tu as des conseils sur Oui. des rituels à mettre en place, des choses qui peuvent nous aider peut-être? Alors, moi, il y en a un et c'est vraiment très personnel. Et c'est important ce que tu disais tout à l'heure. Il y a des personnes qui, par exemple, méditent et à qui ça fait beaucoup de bien de méditer. Moi, si tu me demandes de méditer, au bout de 3 secondes, je vais dire, je fais quoi maintenant? Voilà. Donc, pour certaines personnes, ça fait du bien, moi non. En l'occurrence, moi, ce qui me fait du bien, et ce qui m'a toujours fait du bien, et c'est un rituel qui fait que je le produis et je l'ai fait pour ma maman, je l'ai fait pour Lola, ma dernière petite bulldog, ma Starlet, qui est morte il y a 3 ans maintenant. Dans la journée, quand j'ai une vague d'émotions qui m'habite, parce que forcément, hein, ça arrive, je me dis, ok, bienvenue l'émotion, mais c'est pas le moment. Je vais prendre rendez-vous avec toi, on a rendez-vous ce soir avec cette tristesse, je donne rendez-vous à mon animal à une certaine heure. D'accord. Donc, Ok. ça veut dire que je ne la nie pas, elle me traverse, c'est ok de pleurer, mais ce soir je suis trop contente, à telle heure j'ai rendez-vous avec mon animal. Ok, je rentre à la maison. Il est l'heure approximative, évidemment, on ne dit pas 20h parce que si on arrive à 20h15, donc entre 20h, entre 19h et 21h, d'accord? Je rentre à la maison, première chose que je fais, j'allume une bougie. Parce que la flamme, c'est de la chaleur. J'allume une bougie et je dis à Lola, allez, hop, tu rentres, ça suffit. Alors mon mari me disait, non mais Irène, je lui dis, écoute, t'as passé la journée dehors, tu rentres tout de suite à la maison. Et moi, c'est mon rituel. Et les gens me prennent pour une tarée. Et c'est ok qu'ils me prennent pour une tarée. Donc, je suis là. Et là, je me mets en face de sa photo. Je lui parle. Je lui dis, ah ben, écoute, je te raconte tout ce que j'ai vécu. Les émotions, ça a été très dur à tel moment. Ou alors, je ne fais que pleurer. Et c'est d'accord. La bougie est allumée qui me rappelle sa présence visuelle. Quand je vais me coucher, j'éteins la bougie et je lui dis, bonne nuit, Lola. Ok. Et ma journée recommence. Cette flamme, pour moi, au début, c'est pour moi, c'est pas pour elle. C'est pour apaiser ma tristesse, c'est pour apaiser ma douleur. Et je le fais pour moi, très égoïstement. Puis on se rend compte petit à petit que la bougie, il y a des fois on oublie de l'oublier, de l'allumer. Et alors là, comment j'ai pu ne pas allumer la bougie? C'est que ce jour-là, tu n'avais pas besoin d'allumer la bougie. Et c'est ok. Et on avance. Et on se rend compte qu'un jour, on n'en a plus besoin du tout parce que elle est là, en nous, et que ce besoin de nous connecter à elle à des moments précis, c'est ok parce qu'elle vient à n'importe quel moment et elle ne me submerge plus. Et maintenant, quand j'allume la bougie, quand je l'allume, c'est pour elle. Parce qu'il y a des jours, je me dis, allez, hop, tiens, j'allume une bougie. Peut-être que c'est une date anniversaire. Peut-être parce que j'ai vu un chien et qui me bouleverse et qui me fait penser à elle. Et j'allume. Et là, je l'allume pour elle. Je l'allume en son honneur. Je l'allume pour lui rendre hommage. Donc la bougie fait le lien entre moi et ma tristesse à un moment et l'hommage qui peut être créé. Ça, c'est une chose. On peut créer des hôtels. Alors, les hôtels, moi, je suis athée, hein, donc je dis pas hôtel par rapport à une religion, mais des endroits qu'on fait vivre. Et ça, avec les enfants, c'est super. Moi, j'ai pris, tu l'as vu, toi, hein, quand tu étais venu à un salon. Donc, j'ai pris cette boîte-là qui est en bois, avec une anse, et dedans, j'y ai créé la maison de Lola. Alors, avec des choses qui sont importantes pour moi. Par exemple, son collier, son urne que j'ai faite moi-même, des petites ailes qu'une amie à moi qui fait des bijoux a fait avec certaines de ses cendres. J'ai son empreinte, j'ai aussi des poils. Cette maison et la maison de Lola, et évidemment un portrait de ma déesse qui est absolument splendide, n'est-ce pas? Et donc elle est là, elle est avec moi, et c'est mon hôtel. Et pour le moment, vous voyez, ça fait 3 ans, mais il est toujours là. Parce que j'en ai besoin.
Eh oui. Certains ne sont plus là et elles sont chacun dans leur boîte. Et ça ne veut pas dire que je les aime plus. Mais là, j'ai besoin que Lola soit présente. Elle est là, ok. Eh ouais. Maman, j'ai les cendres de maman, oui, 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 à la maison, d'accord, puisque la coquine m'a Ok. demandé de les disperser en Corse et en Tunisie, étant donné que je n'y suis pas encore allée, elle est à la maison avec moi, et de temps en temps, j'allume une bougie et c'est ok. Et c'est très important de mettre en place ces choses qui nous apaisent. On peut aussi Ok. écrire sur des cahiers l'histoire, coller des photos, récupérer des fleurs séchées, des feuilles et le faire vivre avec toutes les émotions qui sont les nôtres, de raconter la vie de son animal, les enfants qui puissent écrire des poèmes quand la difficulté, la douleur est là, qui puissent en parler à leurs parents. Il y a plein de choses aux dates anniversaires. On peut décider que ce jour-là, on est fou. On n'appréhende pas la date anniversaire. On lui dit, je vais faire de ce jour un jour en ton hommage. Et donc on peut aller donner de l'argent à une asso, on peut se dire aujourd'hui je prends ma journée, je vais à la plage, on peut rendre hommage plutôt que se dire dommage. On peut être dans l'amour et dans la joie de remercier celui qui n'a pas fait partie de notre vie plutôt que dans la tristesse d'avoir perdu. Et ça, c'est nous qui Ouais. pouvons le décider. On a ce pouvoir. Et ça peut aider aussi enfants, famille entière. Ça peut être aussi des moments de lien et ça permet surtout d'extérioriser, comme tu disais tout à l'heure, d'éviter d'imploser ou d'exploser Oui. Hmm. et de mettre en fait, voilà, ces sentiments, ces émotions, les sortir et Les leur donner une sortir, les place. exprimer et les laisser Ouais, vivre. Parce ouais, que, comme le deuil, les émotions, elles vivent, elles se font pas. On gère pas des émotions, c'est du pipeau, c'est du pipeau quand on vous dit la gestion des émotions. Non, on gère pas une émotion, elle arrive, elle te bouleverse. Ok, elle te traverse. Si on la garde, ça devient un sentiment et ça devient quelque chose que tu peux, où tu as la main dessus et tu dis, moi, je veux rester dans ouais, cette émotion-là. Mais elle traverse une émotion. Toute la journée, on est traversé par des émotions du matin au soir, qu'on soit en deuil ou pas en deuil. Des fois, on est en colère, des fois, on est content, des fois, on pourrait tuer quelqu'un, des fois, on est juste dans une tristesse où on est complètement raplapla. Qu'on vive un deuil ou pas. Mais quand on ouais, vit un deuil, on n'accepte pas que les autres émotions nous traversent. On ne veut que ouais, l'émotion de tristesse. Et donc, on ouais, rejette toutes les autres. On ouais. peut très bien être triste d'avoir perdu un être cher et heureux de manger une glace. L'une ne tue pas l'émotion, l'autre émotion. Elle cohabite, la cohabitation des émotions. J'aimerais qu'on parle de nouvelle adoption. Oui. Parce que c'est quelque chose qu'on peut se poser aussi comme question. Est-ce que c'est le moment de réadopter? Est-ce que je dois réadopter tout de suite après la perte parce que je ne peux pas vivre sans un animal? Est-ce que je dois attendre et peut-être que j'en aurai plus jamais parce que c'est trop douloureux pour moi et il n'y aura la place que pour cet être chez moi et pas d'autre? Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui vient de perdre son animal? Alors, encore une fois, ce n'est pas linéaire. C'est-à-dire que pour certains, tu vois, moi, quand Lola est morte, un mois après, Simone venait. Est-ce que c'est parce que je n'aime plus Lola? Non. C'est parce que moi, j'étais prête à donner de l'amour et donc à en recevoir en retour, sans pour autant, Ouais, encore une fois, on n'est pas obligé euh, de se dire, pour donner de l'amour, il faut que j'arrête d'en donner à l'autre. Ça n'existe pas, ça. On se pose pas la question quand on a des enfants à la maison. Et même quand on a 2 ou 3 animaux. Moi, j'ai 3 animaux à la maison. Je ne me suis pas dit, parce que moi, je prends que des vieux, il y a que donc des animaux qui arrivent et qui restent malheureusement pas trop longtemps. Enfin, dans la majorité des cas, il vient. J'ai une tonne d'amour à donner comme nous tous. Je donne et il me donne en retour. Donc, il n'y a pas de bon, encore une fois, ou de pas bon. Ce qui est d'accord. sûr, la seule chose où c'est peut-être risqué, et ça ne veut pas dire pour autant que ce ne sera pas bien après, c'est d'attendre de l'animal qu'il ait un job. Et que son job, ce soit, alors c'est pour ça d'ailleurs que je ne dis pas que on n'appelle pas un animal de compagnie. Pour moi, il n'a pas comme job de me tenir compagnie, hein. Non, pas du tout. Donc, et que ce soit de remplir le vide laissé par celui qui est parti. Et Donc, ouais. si dans votre tête, vous êtes dans
je me sens seule, ce manque, nanana. Mais ce que je veux, c'est la copie conforme. J'attends qu'il arrive, j'attends qu'il fasse ça, 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 ça. J'attends. Donc, on projette quelque chose sur celui qui n'est pas encore arrivé. Par contre, si on se dit je donne, j'ai qu'une hâte, donner, on va recevoir en retour. Mais on n'est pas dans l'attente de quelque chose. Un autre point très important, tu as vu quand tu m'as dit réadopter. Et ces mots, ils sont importants. Les personnes vont te dire, mais pourquoi tu en reprends pas un? Pourquoi tu ne réadoptes pas un animal? Pourquoi tu ne mais on ne pas, quoi. C'est du pipeau. On ne pas. On n'a pas, quand quelqu'un perd son enfant, on va pas lui dire, quand est-ce que t'en refais un? Juste pour info. Ça y est, tu t'es mis à en faire. Mais pour un animal, on refait. On reproduit. On, à nouveau, fait rentrer un animal qui sera le même. C'est la même histoire. C'est pas la même histoire. Depuis quand il y a un être qui ressemble à un autre? C'est pas possible. Si vous perdez un meilleur ami, vous perdez ses meilleurs amis. Et même si la vie va faire que peut-être vous allez rencontrer quelqu'un qui va devenir aussi un nouvel ami, il remplacera pas l'autre. Il sera pas le même. Il ne vous donnera pas la même chose. Mais pour un animal, il y a ces mots qu'on entend. Mais il faut en reprendre un. Mais il faut rien du tout. Tu veux donner de l'amour? Moi, la question, elle est là. Est-ce que tu veux donner de l'amour? Oui. Est-ce que tu attends que l'animal, il te remplisse de bonheur? Oui. Eh ben, alors on attend un peu. Attends que donner de l'amour, il soit plus fort. Okay. Attends que ça, ce soit l'essentiel. Et comment on fait cohabiter un animal et un animal qui n'est plus là? On peut, et ça peut être aidant pour certains, avoir un endroit spécifique dans la maison qui soit l'endroit de celui qui n'est plus là. Ça peut être une bougie, ça peut être un autel, ça peut être là que tu accroches Céleste, ça peut être dans un tiroir. Pour que ce nouveau qui arrive ait une place à lui, il faut aussi qu'on lui laisse sa place. Et pour qu'on lui laisse sa place, c'est aussi que l'autre ait une place en particulier et qu'elle ne soit pas partout et qu'il ne soit pas partout. Physiquement et dans votre cœur. S'il est partout dans votre cœur, le pauvre choupinou, il va avoir des difficultés à trouver sa place. Surtout quand vous adoptez un animal qui, lui, a déjà un passé. Ne soyez pas étonnés qu'une nouvelle hiérarchie se mette en place quand on perd un animal et que vous avez déjà 2 ou 3 autres animaux avec vous. Peut-être qu'un qui était plus discret et qui était le second de la meute, par exemple, eh bien, une place s'étant libérée, devienne un peu plus proche de vous. Il n'y a rien d'étonnant à ça et vous pourriez même être surpris. Tu me reprenais sur le Oui. Et c'est très intéressant. J'aimerais du coup que tu nous dises, parce qu'il y a peut-être des personnes qui nous écoutent aujourd'hui qui sont intéressées par mieux comprendre le deuil, mais qui ne l'ont jamais vécu, qui n'ont peut-être pas d'animaux, Oui. mais qui ont des personnes dans leur entourage qui font face du coup à la perte d'un animal ou qui vont faire face à la mort de leur animal. Qu'est-ce qu'il ne faut pas dire? Comment on peut accompagner quelqu'un sans avoir en ayant plutôt les bons mots, les bonnes façons de faire et d'être pour justement éviter de blesser, éviter de dire des choses qu'il ne faudrait pas. Pour moi, un point très important. Ça m'est arrivé une fois, j'ai eu à sauver, enfin pas sauver, mais il y avait eu un accident qui s'était passé devant moi, il y avait une personne qui était pas bien, donc j'ai appelé j'ai un docteur en ligne et j'ai dit voilà, j'ai ce jeune homme qui est là, qui est tombé de sa moto, etc. Il a le casque, certains disaient enlève le casque et tout, et moi comme j'avais ce truc de secouriste, tu sais, j'ai dit non, n'enlevez pas le casque, appelez-moi le docteur. Donc je me suis retrouvée face à ce gamin dans la neige à Paris avec et moi, il m'a dit, commencez le massage cardiaque. Et j'ai dit, mais je vais lui péter des côtes. Il m'a dit, pétez-lui des côtes, mais essayons de le ramener avec nous, s'il vous plaît. Donc, pourquoi je dis ça? Parce que il vaut mieux essayer quelque chose que rien, déjà. Donc, si vous avez quelqu'un qui est dans la douleur et que vous ne savez pas trop quoi faire, mais que vous lui dites un mot et que là, je vais vous dire ce mot, il vaut mieux l'éviter, c'est pas grave. Au moins, vous êtes présent. D'accord? Donc, effectivement, il y a des mots qui sont un peu difficiles à entendre. Pourquoi t'irais pas dans un refuge? Regarde, ça fait des mois, ça te donnerait du bonheur. Pour la personne, tout de suite, ça veut dire
Elle veut que je passe à un autre animal, je suis pas prête. Donc, on peut très bien dire, écoute, si un jour tu veux adopter, tu sais que je peux t'amener et qu'on pourrait le faire ensemble. C'est déjà différent. Deuxièmement, comment ça se fait après 8 mois que tu n'aies toujours pas fait ton deuil? Ok, faire son deuil veut dire que si tu es triste des années ou des mois plus tard, ça veut dire que tu as échoué. On ne fait pas son deuil, on apprend à vivre. On vit un deuil. La preuve, on le vit jusqu'à notre propre mort, puisqu'on continue de penser à cet être et il continue à nous manquer. C'est la preuve qu'à un moment, on se dit pas, bingo, ça y est, j'y pense plus. Ok. Donc, essayez d'abstenir de se faire son deuil. Évitez les jugements de valeur. Ou les jugements personnels. Je comprends pas, quand tu as perdu ta mère, t'étais pas aussi triste. On s'en fout que tu comprennes pas en fait. Enfin, le but, il n'est pas que tu comprennes. C'est juste ainsi, point barre. Ok. Pas d'injonction. Aucune injonction. Il faut, tu devrais pousser la personne sur quelque part, elle n'est plus autonome. Vous lui enlevez son autonomie et vous lui dites quoi faire. Elle n'a pas besoin de ça. Encore une fois, en plus, vous lui coupez les ailes en lui disant il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses là. On peut aussi le fait qu'on dise qu'on essaie de comprendre forcément ce que vit l'autre. Alors moi la dernière fois que ça m'est arrivé, j'ai fait ci, j'ai fait là. Là elle dit ça, c'est qu'elle en est à ça. Je vais lui conseiller de faire ça. On lui dit de quoi tu as besoin, tu veux quoi, est-ce que je peux t'accompagner quelque part. On anticipe aussi ses besoins. Souvent, on a l'impression de dire à quelqu'un, tu sais quoi, si tu as besoin, je suis là. On se casse, surtout. On se dit, on a fait notre job. Hein, on lui a dit que si elle a besoin, on est là. Et puis, on espère quand même que jamais elle aura besoin de nous, parce qu'on veut pas être face à la douleur. Hein. Mais au moins, on l'a dit. Et c'est pas méchant. Mais c'est comme si tu dis à quelqu'un bon courage, hop, tu lui dis tiens, je te donne le bébé et amuse-toi bien avec. Tu peux très bien lui dire, écoute, je suis allée acheter des pizzas, je t'en ai pris une pour ce soir, comme ça t'as pas à faire à manger. Pouf, tu déposes. Tu peux très bien dire, tiens, je suis allée chercher les enfants, je prends aussi tes gamins ce soir et je les ramène à la maison. Ok, on peut très bien dire, tu sais quoi, aujourd'hui les petits veulent être ensemble, prends ta journée, tu fais ce que tu veux. On est dans l'action pour soulager l'autre. N'attendez pas qu'ils vous disent j'ai besoin que tu sois là près de moi. Quand on n'est pas bien, on n'est pas bien. Et on attend presque. J'ai des amis aussi qui ont perdu un être cher et qui disent et qui est un humain et qui me disent j'aimerais juste parler d'elle ou j'aimerais juste parler de lui. Mais les gens n'osent pas m'en parler parce qu'ils ont peur que ça réouvre la plaie. Ne vous rassurez-vous, la plaie n'est pas fermée. La plaie elle est grande ouverte. Donc, parlez de l'être. Envoyez-lui un texto en lui disant j'ai pensé à toi aujourd'hui, je t'embrasse. C'est tout. On ne te demande même pas plus que ça. Mais continuez de parler de l'être qui n'est plus là ou donner la possibilité à la personne d'en parler si elle le souhaite. Si vous pouvez faire ça, vous avez fait énormément déjà pour celui que vous accompagnez. Donc pas de conseils personnels, pas de projection sur nos propres histoires, de la présence. Et pas essayer à interpréter en se disant oh elle doit forcément ressentir ça. Elle et pas vous. Donc même si vous vivez une histoire qui rapproche d'eux, ne lui dites pas j'ai vécu la même chose. Ça veut dire que si vous dites ça à quelqu'un, vous l'effacez pour prendre la place. Quand on accompagne quelqu'un, on lui laisse l'entièreté de la place. Oui. Irène, j'aimerais beaucoup que tu nous parles d'une histoire que tu as vécue avec tous les accompagnements que tu as déjà vécu aujourd'hui, une histoire que tu aimerais nous partager. Très important, ne sous-estimez pas. Déjà, c'est une première chose, ne sous-estimez pas, parce que je vais pas vous parler de ça là, je vais en parler d'une autre. Donc, je veux juste mettre le point là-dessus. Ne sous-estimez pas la douleur d'un deuil, parce qu'il s'agit d'un animal qui, pour vous, n'a pas de sentiment ou n'a pas d'émotion. Un poisson rouge, par exemple. Quand j'ai accompagné cet enfant-là, tout le monde se moquait d'elle et sa maman voulait racheter un poisson rouge.
on ne sous-estime pas le lien d'un être avec un autre. Ça, c'est déjà la première chose. Ça, c'est juste pour tous les autres deuils que chien et chat. Celui qui, moi, m'a vraiment touchée, je suis touchée par les personnes âgées en général et par les animaux âgés aussi. C'est pour ça que j'essaye de leur donner une belle fin de vie. Maman était hospitalisée pour un problème au poumon, mais rien de grave, mais elle était hospitalisée. Et donc, je venais de passer un coup de fil, j'étais dans le hall, à côté de sa chambre. Et je vois arriver une dame avec un monsieur, et il y avait le docteur, et il y avait une personne plus âgée, une dame plus âgée sur le brancard. Et ils allaient dans la chambre à côté de celle de maman. Et j'entends évidemment ceux qui se disent dans le couloir, et la fille, puisque j'ai su après que c'était la fille, dit au docteur, depuis la mort de son chien, quand on était à Noël, parce que c'était le 31 décembre, quand on était à Noël, quand elle était à la maison, ça allait, mais depuis qu'on l'a ramenée à la maison, elle mange plus. Ok, donc elle était hospitalisée pour pour état dépressif en tout cas, et pour non-nutrition. Et ni une ni deux, j'ai attrapé une fois que la maman était installée, j'ai demandé à sa fille si je pouvais lui parler. Elle a accepté. Et je lui ai dit, bah voilà, je suis accompagnante du deuil animalier. Si j'ai bien compris, j'ai entendu votre maman. Elle me dit oui, mais moi j'ai pas du tout envie de rentrer dans des trucs psychédéliques ou alors je dis oulala, moi je suis cartésienne. J'ai dit est-ce que vous parlez de ce chien à votre maman? Non, parce qu'elle pleure tout le temps quand on en parle, etc. Je dis oui, mais peut-être qu'elle en a besoin. Alors je dis est-ce que vous me permettez d'aller la voir? Ok, donc je rentre dans la pièce, je commence à lui parler, je lui dis bonjour madame, je suis Irène et j'ai ma maman qui est juste à côté, puis j'ai entendu votre fille qui s'inquiète pour vous parce que vous avez perdu votre petit chien et je lui dis il s'appelait comment? Donc elle se retourne un peu soucieuse quand même de qui j'étais, ce qui est tout à fait normal, et elle me dit il s'appelait tant, ok. Et elle me dit, je dis, mais c'était quoi comme race? Et donc, elle commence à me parler et elle appelle sa fille dans le couloir pour qu'elle me montre une photo. Et en fait, je n'ai fait que ça. C'est-à-dire que je suis restée peut-être une demi-heure, trois quarts d'heure avec elle en lui posant des questions sur son animal, quand est-ce qu'il est arrivé, quels étaient ses moments de folie, de qu'est-ce qu'elle se souvenait. Je lui ai parlé de la mort, comment c'était intervenu, est-ce qu'elle était à ses côtés. Et donc, on a échangé là-dessus. Et elle m'a dit, bah, si vous repassez demain, je demanderai à ma fille qu'elle m'amène plein de photos, comme ça je pourrais vous montrer les photos. Je dis, oh, bah, c'est super, quand j'irai voir maman demain, je passerai vous voir, ok? Et donc avant de partir, je lui ai dit, oh, écoutez, moi j'ai pas eu le temps de manger chez maman parce que maman a tout mangé, ce qui est totalement faux. Donc elle n'avait pas mangé, mais j'ai menti à cette dame et je lui ai dit, écoutez, moi j'ai pas à manger et je vois une compote, est-ce que je peux Elle me dit, oh bien sûr. Donc je prends la compote, je mange la moitié de la compote, un peu avec voilà. elle. Et puis aussi de lui dire, bah écoutez, moi je vous laisse la moitié de la compote parce que je peux pas. Et elle m'a dit, oh bah attendez, je vais la finir. Et donc elle a remangé la moitié d'une compote, hein. Mais elle a remangé. Et donc je suis sortie, j'en ai parlé à la fille. Elle m'a dit, oh ben vous revenez demain, Irène, hein. Je dis oui, je reviens demain. Et en fait, là où je voulais en venir, c'est pas moi, Irène, c'est juste, on pense protéger les gens, y compris les enfants. Faites attention à ça. On pense protéger les gens d'une souffrance en taisant et en ne leur permettant pas d'en parler, alors que c'est tout l'inverse. Poser des questions sur l'animal qui n'est plus là, accompagner pour que la personne se remémore. Tu disais tout à l'heure des souvenirs partagés. À Noël, on peut aussi avoir une box où chacun met un souvenir et comme ça, le Noël d'après ou un anniversaire, chacun tire un souvenir. Ce sera peut-être un souvenir dont il ne se rappellera pas lui-même. Et on continue de faire, vous connaissez El Día de los Muertos au Mexique, où le 28 octobre, on fait presque la fête en célébrant tout ce que l'être qui n'est plus là, hein, tu vois, tout ce qui nous rappelle lui, et on le remercie d'avoir été dans notre vie. Eh bien, c'est ça, c'est-à-dire que cette personne-là, je l'ai pas sauvée, je suis pas un sauveur, je lui ai juste permis de pouvoir parler de son animal. Rappelez-vous une chose, un animal, vous l'appelez 15 fois par jour, vous prononcez son nom et tous ses nicknames, tous ses surnoms 15 fois par jour si c'est pas 30, zizi, chouchou, baby, moumou, oui, tout le temps. Et vous allez passer du jour au lendemain à ne plus jamais prononcer son nom.
Comment on peut faire ça? C'est vrai. Mm. Comment? Donc, continuez de parler de cet animal et ça peut l'aider. Donc ça, c'est un accompagnement qui n'en était pas un, mais qui m'a vraiment touchée. Et qui nous permet aussi de voir comment on peut aider les autres. Irène, Oui, quelle idée reçue tu aimerais déconstruire aujourd'hui? le deuil ne se fait pas, définitivement. On ne peut pas accompagner le deuil parce qu'on a soi-même vécu un deuil. Il y a des outils, il y a une posture à avoir pour que la personne se sente 100% écoutée et reconnue. Euh, donc on ne fait pas son deuil. Si on imagine qu'on fait son deuil, on peut imaginer échouer et ne jamais pouvoir le faire. Donc est-ce qu'on a besoin de cette culpabilité quand on est déjà en train de vivre un deuil? Je ne pense pas. Donc ça c'est les deux. Troisième, le deuil animalier est un deuil secondaire. C'est un deuil à part entière, tout en étant un deuil à part. Tu vois, comme j'ai dit au Mhm. départ. Super. Quel message tu aimerais faire passer à toutes celles et ceux qui nous écoutent aujourd'hui? Profitez des moments que vous avez avec ceux qui sont là. Chérissez-les comme vous chérirez ensuite les souvenirs que vous avez d'eux quand ils ne seront plus là. Vous penserez aux souvenirs une fois qu'ils seront plus là et vous vous servirez de ces souvenirs. Mais pour se servir des souvenirs, il faut bien les créer au présent. Donc, soyez dans le présent, c'est le seul moment. Et si on dit présent, c'est bien un cadeau. C'est bien un cadeau que le présent. Vivez intensément chaque moment et accordez-vous de ne pas être parfait parce qu'on l'est pas. On fait ce qu'on peut, comme on peut, au moment où les choses arrivent. Prévoyez simplement ce que vous aimeriez faire pour votre compagnon animal le jour où il partira. Et c'est la seule chose. Autrement, aimez-le au présent. Voilà, comme lui, il vous aime d'ailleurs. Et dernière question, comme j'ai l'habitude de le faire à chaque épisode, qui aimerais-tu entendre derrière le micro d'Alopets? Alors, il y a deux, c'est des assos. C'est deux associations Ok. que je trouve très riches. La première, et c'est une amie, et donc la première, c'est la Garenne de Maya, c'est Et oui, Makeni. que je connais bien. Voilà, c'est une association pour les lapins et Ouais. qui fait des sauvetages de dingue. Et à son échelle, elle se bat, elle est toute seule. Bon, il y a des personnes qui Mm. sont dans l'assaut, mais je veux dire, elle se bat comme une tigresse Ouais. pour parler de la place du lapin qui n'est pas vraiment respectée dans nos familles parce qu'on ne la connaît pas et donc on tait leurs besoins. Déjà Makeni. Mm. Et puis une deuxième, si tu le permets, j'ai eu la chance de rencontrer Eva. Eva qui avait son chien qui s'appelait Iron. Et oui, ouais. Voilà, Iron est décédé le 14 juillet l'année dernière, accompagné par Yesenia, d'ailleurs, si je ne me trompe pas. Oui. Et en fait, pour rendre hommage à Iron qui est décédé d'un cancer, Eva a créé une asso qui s'appelle Iron Hope, Mm. qui accompagne les Oui. familles qui vivent le deuil, le cancer de leur animal. Alors pour aider, pour les soins aussi, pour que les gens qui donnent parce que ça coûte très très cher de soigner. Par exemple, la radiothérapie coûte une fortune, y compris d'ailleurs les médicaments de chimio. Euh, et en plus qui s'est formé aussi via la maison du deuil animalier à accompagner le deuil pour qu'elle ait des outils pour accompagner les personnes qui vivent la mort de leur animal suite à un cancer. Donc Ok. voilà les deux assos Ouais. donc Iron Hope et la Garenne de Maya. Super. Merci beaucoup, Irène. On est déjà à la fin de cet épisode. Je tenais à te remercier du fond du cœur, Irène. C'était vraiment super d'enregistrer cet épisode avec toi et toujours avec ta bienveillance et tes mots justes, comme d'habitude. Donc, merci beaucoup d'être venue sur le podcast aujourd'hui. Merci à toi et tous ceux qui vivent en deuil ou la fin de vie de leur animal, je vous envoie plein de douceur euh, et continuez s'il vous plaît, chacun à son échelle, à parler du deuil animalier pour essayer de faire en sorte qu'il soit enfin légitimé et qu'il soit accueilli par la société comme le deuil, un deuil légitime puisqu'il l'est vraiment. Merci beaucoup à toi de m'avoir laissé cet espace, Romane.
Merci beaucoup Irène. J'espère que cet épisode t'aura apporté des clés, des mots et peut-être un peu de douceur pour aujourd'hui ou le jour où tu en ressentiras le besoin. Si cet épisode t'a parlé, n'hésite pas à le partager autour de toi. Il pourra peut-être aider un proche, ouvrir une discussion ou simplement apporter de la douceur à quelqu'un qui en a besoin. Tu peux aussi retrouver Irène sur les réseaux sociaux et sur son site internet Maison du Deuil Animalier. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode parce qu'on a encore beaucoup de choses à découvrir pour continuer à être de super pets parents. Alors je te dis à très vite sur Allo Pets Podcast. Tu as aimé cet épisode? Alors n'hésite pas à en parler autour de toi, le partager et lui laisser 5 étoiles sur ta plateforme préférée.